Donc après les rides médio-océaniques et les failles transformantes, qu'elles soient océaniques ou continentales, passons maintenant à un autre grand type de failles décrochantes qui sont associées à l'indentation de continents dans d'autres continents. Alors, un des plus beaux exemples d'indentation, c'est associé à l'indentation de l'Inde dans le continent asiatique. Je vous ai déjà montré cette vidéo, collision qui a eu lieu à peu près il y a 50 millions d'années, qui a généré les plus hauts reliefs du monde, plateau tibétain, Himalaya. Donc cette collision entre deux supercontinents a certes généré des reliefs, mais elle a généré également des grandes failles décrochantes. Alors, ça se voit un peu mieux sur cette reconstruction paléogéographique qui court depuis plus de 200 millions d'années. Vous avez donc la formation du continent asiatique qui se fait petit à petit par l'amalgamation de différentes unités continentales. Et puis, à peu près il y a 80 millions d'années, vous avez l'Inde qui commence à remonter vers le nord et qui va venir en collision avec l'Asie autour de 50 millions d'années. Donc on va revoir cette petite vidéo et vous allez regarder ce qui se passe au moment de la collision. Donc l'Inde commence à se détacher et à migrer vers le nord vers 80-90 millions d'années. Elle rentre en collision à 50 millions d'années. À ce moment-là, vous voyez un certain nombre de blocs qui s'extrudent vers l'est. Et donc cette extrusion des blocs vers l'est est associée à des grands décrochements. On va le revoir une dernière fois et je vais vous pointer l'endroit où on a cette extrusion. Donc l'Inde va commencer à remonter et il y a 50 millions d'années, elle rentre en collision, et vous voyez tous ces blocs-là qui sont extrudés vers le sud-est, et cette extrusion se fait à l'aide de grandes failles décrochantes. Alors, ce processus a été bien reproduit par un modèle analogique qui a été réalisé dans les années 80 par Paul Taponnier, qui est un grand tectonicien français. Le modèle analogique qui a été utilisé, et vous l'avez en photo à droite, donc c'est un bloc de plasticine, donc c'est du matériel plastique, placé sous une plaque de verre avec un bord libre à droite et un bord bloqué à gauche. Et dans ce bloc de plasticine, on a indenté un poinçon en métal, et ce poinçon en métal a généré l'extrusion de différents blocs vers l'est qui sont notés A et B ici, mais vous avez aussi plusieurs blocs au-dessus. Et associé à l'extrusion de ces blocs, eh bien, vous avez des grands décrochements qui se sont formés et qui permettent les mouvements de ces blocs vers l'est et le sud-est. Vous avez la petite animation à gauche là qui reprend l'évolution de ce modèle analogique qui permet de reproduire ce qu'on a vu, ce qu'on voit en Asie, donc avec les grandes failles décrochantes qui permettent l'extrusion de blocs continentaux vers l'est. Donc la collision continentale et l'indentation de continents dans d'autres continents génèrent souvent des grands décrochements qui permettent d'accommoder les déplacements et les extrusions de différents blocs latéralement. Donc si on recompare avec la réalité, si on zoome un peu sur l'Asie du Sud-Est, eh bien on retrouve l'indenteur qui est l'Inde, ici, là, qui est venu en collision avec l'Asie il y a à peu près 50 millions d'années, qui a généré les hauts reliefs Himalaya-Tibet, mais qui a aussi généré l'extrusion de grands blocs. Le bloc que vous avez ici, indo-chinois, et le bloc de Chine ici, qui tous les deux se sont extrudés vers l'est. Et pour accommoder cette extrusion, eh bien, vous avez des grands décrochements que je souligne ici en rouge, qui permettent les déplacements latéraux de ces blocs suite à l'indentation de l'Inde dans l'Asie il y a 50 millions d'années. Alors, ce n'est pas le seul exemple qu'on connaît. Un autre exemple, eh bien, c'est dans le contexte Anatolie et Arabie. Vous avez la plaque arabienne qui remonte vers le nord, qui vient en collision avec la région d'Anatolie, et vous allez générer, pour accommoder l'extrusion des blocs notamment anatoliens, vous allez générer une grande faille décrochante, qui est la faille nord-anatolienne, qui est une grande faille dextre. Cette grande faille nord-anatolienne, on a déjà un petit peu parlé en termes de notion de risque sismique. Donc pour mémoire, je vous rappelle
on a un zoom ici sur cette grande faille anatolienne qui court tout le long du nord de la Turquie et qui vient aux abords d'Istanbul. Donc cette grande faille nord-anatolienne est très connue pour les grands séismes qu'elle produit. Vous avez ici en vert différentes années de grands séismes, donc entre 1912, 1939, 1942, 43, 44, 57, 67, et le dernier gros séisme connu c'est 1999. Et cette faille est très étudiée puisque c'est un cas assez remarquable où on a un bel enregistrement de séismes historiques et où on peut essayer de prévoir le prochain séisme. Et le prochain séisme prévu, très probablement, la dernière zone qui n'a pas complètement rompu, eh bien, c'est dans la région d'Istanbul. Et ce séisme, eh ben, il sera probablement de magnitude 7, 8. Et vu la quantité de population et les infrastructures que vous avez dans la région d'Istanbul, il est probable malheureusement que ce séisme génère énormément de morts et de destruction. Donc on va voir maintenant le dernier grand contexte dans lequel on peut avoir du décrochement, c'est les contextes de convergence oblique, où on a une direction de mouvement des plaques qui est oblique par rapport soit aux zones de collision, soit aux zones de subduction. Donc pour comprendre ce contexte, je vais d'abord vous expliquer une notion. Cette notion, c'est la notion de transpression. Alors qu'est-ce que c'est la transpression? C'est une déformation qui est décrochante, mais qui contient également une composante de compression qui est perpendiculaire au plan de faille. Il faut la distinguer d'un cisaillement pur que l'on observe sur des décrochements qui sont purs, simples. Alors, cette notion de transpression est illustrée par le schéma, la petite animation que vous avez à gauche. Vous avez un système cisaillant décrochant, mais en plus, vous avez de la compression qui va générer l'épaississement du bloc central dans la zone de cisaillement que vous avez entre les deux blocs violets. Néanmoins, vous avez principalement du décrochement avec un mouvement qui se fait de manière dextre. À droite, vous avez de la même manière un mouvement cisaillant dextre, mais vous n'avez pas de composante de compression qui est perpendiculaire au plan de faille, et donc votre zone de cisaillement ne s'épaissit pas. Alors avant de continuer, je vais faire une petite aparté. La notion de transpression, on a également l'équivalent en système extensif. On parle alors de transtension. Donc c'est par exemple ce qu'on observe dans les zones de pull-apart, donc les relais distensifs entre deux failles décrochantes. Donc le principe est exactement les mêmes. Vous avez du décrochement, mais en plus du décrochement, vous avez de l'extension qui est perpendiculaire au plan de faille à la zone de cisaillement. Donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà en partie vu précédemment, mais je n'avais pas pris le temps de vous l'expliquer formellement et dans le détail à partir de schémas et d'animations. Outre la notion de transpression, pour comprendre un peu la formation des décrochements en convergence oblique, il faut comprendre également la notion de partitionnement. Donc sur cette petite animation, vous avez une zone de subduction avec une croûte océanique qui rentre en subduction sous, par exemple, une croûte continentale ou un arc volcanique. Et vous voyez avec les flèches roses là que cette subduction, que la convergence, que le déplacement de la plaque océanique verte se fait obliquement par rapport à l'axe de la subduction. La conséquence, c'est que en fait, vous allez générer un partitionnement de la déformation. Le vecteur rouge ici vous donne le déplacement de la plaque qui subdute. Et puis, ce vecteur rouge, en fait, il peut se décomposer en deux autres vecteurs. Un vecteur qui va être normal à l'axe de la zone de subduction. Donc, c'est cette première flèche ici. Et puis un deuxième vecteur qui est parallèle à cette zone de subduction ici. Donc votre convergence oblique va s'accommoder suivant deux manières. Première manière, c'est de la compression pure. Donc on va former des séries de plis, de failles et un prisme d'accrétion au niveau de votre zone de subduction. Et la deuxième manière, eh bien, c'est par du décrochement qui va accommoder donc le cisaillement qui est parallèle à la zone de subduction et décrochement qui va plutôt se faire en arrière de la zone de subduction. Donc cette notion de partitionnement, pour ce qui est des zones de convergence oblique, c'est-à-dire où on a
le déplacement d'une plaque qui se fait obliquement par rapport à la direction de la zone de subduction. Et cette notion de partitionnement explique la présence de grands décrochements dans ce genre de contexte de convergence oblique. Un très bel exemple de convergence oblique qui mène à la formation d'un grand décrochement, c'est ce qu'on observe au niveau de Sumatra, où vous avez la plaque indienne qui se déplace à 4,5 cm par an vers le nord-est. De la même manière, la plaque australienne se déplace à pratiquement 6 cm par an vers le nord-est. Et ces deux plaques rentrent en subduction au niveau d'une grande zone de subduction qui est la zone de subduction de Sumatra, et rentrent en subduction sous la plaque de Sunda. Et du coup, cette convergence, vous voyez que cette convergence, que le déplacement de la plaque indienne ou australienne se fait obliquement par rapport à la direction de la zone de subduction. Et donc, on va partitionner ce déplacement en une convergence compressive pure qui va se faire perpendiculairement à la zone de subduction et qui va générer un prisme d'accrétion dans toute la première partie de la zone de subduction. Et à l'arrière, vous allez avoir du décrochement. Et c'est pour ça que vous avez ce grand décrochement en noir que vous avez ici, qui se fait à l'arrière. Une autre vision un peu plus claire de cet objet, vu en 3D, on retrouve la subduction d'une des plaques, là pour le coup c'est la plaque australienne, qui subduque donc au niveau de Sumatra, et puis le déplacement de la plaque australienne qu'on voit ici se fait obliquement par rapport à l'axe de la zone de subduction. Vous allez avoir une première partie de la déformation qui va s'accommoder avec des plis, des failles suivant un prisme d'accrétion océanique, et une deuxième partie, donc ça c'est en compression pure, une deuxième partie de la déformation qui va se faire avec un grand décrochement qu'on trouve à l'arrière, décrochement qui est dextre, avec une grande faille décrochante qui recoupe l'île de Sumatra. Donc ça c'est la vue en 3D du système. Vous avez en bas un schéma simplifié où on retrouve les mêmes éléments. Subduction de la plaque australienne, c'est vrai au plus au nord avec la plaque pacifique. Cette subduction, la direction de convergence est oblique par rapport à la zone de subduction, à l'axe de la zone de subduction. En conséquence, vous avez une partie de cette obliquité qui est accommodée par de la compression pure au niveau du prisme d'accrétion, donc ici, et puis une partie de la déformation qui est accommodée par du décrochement ici. Une autre vision pour bien que vous compreniez les choses, avec le mouvement de la plaque indienne avec sa flèche à gauche, ici, là, qui est oblique par rapport à l'axe de la zone de subduction. Une première partie de la déformation qui se fait par un prisme d'accrétion en compression pure, et une deuxième partie de la déformation qui se fait par du décrochement à l'arrière au niveau de l'île de Sumatra. Un autre très bel exemple de convergence oblique, c'est au niveau de Taïwan. Alors là, le contexte géodynamique est un peu plus compliqué, puisque vous avez une géométrie de la subduction, de la zone de subduction qui est un peu plus complexe, puisque au sud vous avez la plaque eurasienne qui rentre en subduction sous la plaque philippine, alors qu'au nord-est, pardon, c'est plutôt l'inverse, c'est la plaque philippine qui rentre en subduction sous la plaque eurasienne. Donc le contexte géologique, géodynamique est un peu plus complexe, néanmoins on retrouve le même principe dans le sens où vous avez une direction de convergence, un mouvement de la plaque philippine, je vais y arriver, qui est comme ceci, de l'ordre de 8 cm par an, et qui est oblique par rapport à l'axe de la zone de subduction, à l'axe de la zone où on a convergence entre les deux plaques. Et donc s'ensuit une partie de la convergence qui est accommodée par la compression pure. À Taïwan, vous allez trouver de nombreuses structures plissées, faillées, comme on trouve dans les zones externes des chaînes de montagnes ou dans des prismes d'accrétion ou prismes orogéniques. Taïwan est un exemple typique de prisme orogénique, mais vous allez avoir également, comme on a ici, une grande composante, une grande faille avec marquée par une grande composante décrochante. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, mais vous avez un petit symbole de mouvement sénestre associé. Donc au niveau de Taïwan, vous avez également du partitionnement de la déformation
avec de la compression pure et du décrochement. Alors, la double zone de subduction que je vous ai expliqué est un peu plus visible sur ce schéma-là. Là, on sort un peu du cadre du cours, c'est un peu plus complexe. C'est surtout pour vous donner une petite culture géologique, géodynamique un peu plus large. Donc Taïwan, c'est une île particulière dans le sens, elle se forme à l'interface entre deux grandes plaques avec une zone de subduction qui est complexe. La plaque eurasienne qui subduque sur la plaque pacifique philippine au sud et l'inverse au nord, la plaque philippine qui va subducter sous la plaque eurasienne qu'on a là. Et cette double subduction à vergence opposée eh bien, génère l'île de Taïwan avec, comme on l'a vu, de la compression et puis du décrochement. Les caractéristiques des failles décronchantes en contexte d'indentation et de convergence oblique, les deux derniers grands systèmes qu'on vient de voir, eh bien on peut les résumer avec ces 4 points. Le déplacement varie le long de la faille et diminue vers les limites de faille. Limite de faille, je vous rappelle qu'on appelle type en anglais. Contrairement aux failles transformantes, eh bien, le déplacement est moins de 20% de la longueur de la faille, en moyenne autour de 3%. Je vous rappelle que c'est quelque chose qu'on a vu lors du premier cours. Il y a une relation entre quantité de déplacement et longueur de faille. Les failles ne se terminent pas de manière abrupte, contrairement aux failles transformantes, mais sont souvent diffuses et se terminent par plusieurs petites failles branchées les unes aux autres et courbées. Et les failles parallèles, contrairement aux failles transformantes, ont le même sens de déplacement. Donc vous voyez bien que, encore une fois, faille transformante, ça fait appel à un objet bien particulier, qui a des caractéristiques bien particulières, qui sont différents de la plupart des grandes failles décrochantes qu'on peut voir dans d'autres contextes géodynamiques. Donc j'en ai terminé avec mon cours sur les systèmes décrochants et avec mes cours d'une manière générale sur les déformations fragiles. Si on fait une petite synthèse rapide de ce que vous devez savoir sur les systèmes décrochants, plusieurs points importants. Vous devez bien vous rappeler l'état de contrainte associé au système décrochant et quelles sont les contraintes que l'on doit permuter pour passer d'un système à un autre, et retenir que les systèmes décrochants sont facilement associables soit avec un système compressif, soit avec un système distensif. Vous devez aussi connaître les grands types de failles décrochantes, et en particulier la notion de faille transformante, à quoi ça correspond en détail, et qu'il ne faut pas nommer toute faille décrochante faille transformante. Vous devez aussi connaître maintenant la géométrie des structures en fleurs, que ce soit positif ou négatif. Bien connaître les grands contextes où l'on peut trouver des décrochements et les mécanismes et processus associés. Et les quelques exemples géodynamiques montrant des grands décrochements que j'ai présentés dans ce cours. Voilà, à bientôt tout le monde et puis bonne révision.